Je déclare ouverte la 4e séance du premier tour de la conférence 2020. Je laisse donc la parole pour le rapport à M. Charles Consigny. Merci, monsieur le représentant du bâtonnier, monsieur l'ancien 11e secrétaire, l'immense Yassine Yakouti. Merci de me donner la parole, mes chers confrères, mesdames et messieurs, chère Jacqueline Lafont. J'ai voulu vous recevoir aujourd'hui, et je crois que toute la conférence est heureuse de vous recevoir, parce que vous avez l'une des plus belles réputations du barreau de Paris, où on dit souvent que vous êtes tout simplement considéré comme, je cite, la meilleure. Je ne me cite pas moi-même, je ne cite pas des bruits de couloir, je cite en l'occurrence Jean Veil, qui s'était exprimé à l'occasion d'un portrait de vous dans le non moins vénérable magazine GQ, mais je crois qu'il reprenait là un sentiment assez partagé. Et dans notre métier opaque, au fond, rien ne vaut pour apprécier la qualité d'un avocat que sa réputation, que ce que disent ses confrères et, subsidiairement, ce que disent les magistrats, qui, bien sûr, considèrent comme très bons les avocats qui leur facilitent la tâche. C'est parfois une bonne chose d'être mal vu par les juges. Qu'est-ce qu'une réputation ? Une réputation, ce sont des anecdotes, des témoignages de gens qui vous ont vu à l'œuvre et qui ont été si impressionnés qu'ils ressentent le besoin de raconter. J'avais un jeune confrère qui avait fait l'école du barreau en même temps que moi et qui avait fait un stage au sein d'un cabinet d'un juge. Il avait donc passé 6 mois dans le cabinet d'un juge d'instruction, ce qui est considéré comme une mesure de détention provisoire. Et je le questionnais, il avait vu défiler beaucoup de personnes mises en cause avec leur avocat, et je lui demandais, mais qui est pour toi vraiment un bon avocat ? Et je vous laisse deviner le nom qu'il me donnait. J'ai voulu vous inviter aussi parce que vous êtes une avocate totale. Et pardonnez-moi, mais je vais être un tout petit peu insolent. Vous n'êtes pas exactement un chevalier blanc. Vous n'épousez pas des causes médiatiques et nobles comme le font certains de nos confrères. Vous ne vous mettez pas forcément, et on peut le dire assez rarement, du côté des bons sentiments et du côté de la vertu. Vous avez un côté mercenaire. Vous avez un côté Roy Cohn au féminin. Je ne sais pas si beaucoup ici savent qui est Roy Cohn. C'était l'avocat de Donald Trump, l'immense avocat de l'immense Donald Trump, pendant les heures les plus sombres de Donald Trump, qui ne sont pas celles que l'on vit aujourd'hui, contrairement à ce que vous pensez, mais qui sont bien sûr celles durant lesquelles il était dans l'immobilier et faisait expulser des familles modestes pour construire des centres commerciaux qui polluent et qui n'intéressent que les riches. Vous défendez donc des méchants, Jacqueline Lafont. Vous avez défendu Serge Dassault, qui était marchand d'armes, Charles Pasqua, qui était marchand d'armes, Nicolas Sarkozy, qui n'est pas marchand d'armes, qui est un ancien président. Et vous avez aussi défendu énormément de petits délinquants et de figures du grand banditisme. Et je sais que la salle d'attente de votre cabinet, passé une certaine heure, était comme une salle d'attente de médecins, où on venait parfois sans rendez-vous, et où on partait parfois sans payer forcément d'honoraires pour demander un avis sur telle ou telle situation dans laquelle on était. Et donc, aux côtés de votre mari, Pierre Haïk, qui est aussi votre associé, avec qui vous avez fait votre carrière, vous étiez celle que l'on appelle quand tout va mal. Et je crois que c'est l'honneur de notre métier. Le rôle de l'avocat recommence aujourd'hui à ne plus être compris. On se remet à confondre l'avocat et son client. On se remet à vouloir empêcher l'avocat de travailler, à vouloir le réduire à un rôle de figuration, à le soupçonner. Les perquisitions dans les cabinets d'avocats se multiplient. Les mises en examen d'avocats se multiplient. On cherche à corseter l'avocat. Et on se prend même aux avocats d'avocats. C'est ce qui est arrivé l'année dernière, et la conférence à l'époque s'en était émue, à Vincent Nioré, qu'on avait cherché à écarter des procédures dans lesquelles il contestait les saisies que faisaient les juges au sein des cabinets d'avocats, parce qu'on considérait qu'il était trop véhément dans sa défense. Mais un avocat qui n'est pas véhément, est-ce que c'est vraiment un défenseur ? C'est ainsi aussi qu'on n'a pas craint d'écouter et d'utiliser et d'en faire un dossier la conversation entre l'ancien président Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog, un dossier dont vous allez et dont vous avez déjà à connaître, puisque vous êtes l'avocate du président Sarkozy.
on se dit finalement qu'il devient difficile de faire le métier de pénaliste sans être à son tour soupçonné. Et moi, je me demande, quand ils s'en seront pris aux avocats, puis aux avocats d'avocats, puis aux avocats d'avocats d'avocats, je me demande où est-ce qu'ils vont s'arrêter. Il faut se souvenir que pendant la période révolutionnaire, où là non plus on ne comprenait plus le métier d'avocat, les avocats plaidaient en tremblant devant les juges et bien sûr ils accablaient leurs clients pour avoir une chance de garder la tête au-dessus de leur corps. Et donc il faut des avocats tenaces et courageux pour faire vivre la démocratie. Et je crois, Jacqueline Lafont, que vous êtes de ceux-là. Et puis plus légèrement, dans cette époque aussi où volontiers la foule se déchaîne, où volontiers la meute poursuit Matzneff, Fillon, Balkany, tant d'autres. Il faut des avocats pour empêcher Élise Lucet de descendre élitreillée en rappel, les yeux exorbités et le cheveu furieux dans notre jardin, une caméra sur l'épaule et micro tendu, vociférante, nous demandant sur quel fond nous avons acquis nos transats ou nos jardinières. Il faut empêcher Élise Lucet et Edoui Plenel, ce monstre à deux têtes, de s'adonner à ce que Philippe Muret appelait cette griserie jalouse, répressive, contrôleuse et infantilisante, l'envie de pénal. Il faut des avocats pour nous défendre tous contre ce puritanisme furieux, pour défendre la liberté d'expression. Moi, je me demande pour combien de temps encore la Cour européenne des droits de l'homme va juger, comme elle le fait de manière constante depuis un arrêt de 1976, que les propos qui sont diffusés sont libres et que les idées valent pour celles qui nous plaisent, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Je me demande, à l'époque où tout le monde se sent offensé par tout le monde, jusqu'à quand la Cour européenne va pouvoir tenir ce raisonnement. J'ai d'ailleurs vu que Mediapart, pour filer un peu le propos, avait été scruté et dénoncé le sexisme qui règne à l'émission Le Masque et la Plume, diffusée sur France Inter. Et donc je me dis que si même France Inter n'est pas suffisamment politiquement correct pour Mediapart, qui va l'être? Et je me demande si Edoui Plenel, comme jadis les grands personnages révolutionnaires, ne va pas finir lui-même sur son échafaud médiatique. Il faut des avocats tout simplement pour se mettre du côté du coupable. Parce que le coupable souvent souffre aussi. Il y a bien des ténors qui nous donnent envie de faire ce métier. Éric Dupond-Moretti, Hervé Temim, Francis Spinner, Pierre Haïk, Christian Saint-Palais, tout le monde connaît ces noms. Mais les avocats pénalistes n'ont pas attendu les mouvements récents de MeToo pour s'émanciper, pour se faire entendre. À vos côtés, il y a Françoise Cotta, il y a Frédéric Beaulieu, il y a Corinne Dreyfus-Schmidt, il y a Clarisse Serre. Il y a de nombreux avocats pénalistes. Et je vais vous dire, pour conclure, Jacqueline Lafont, que quand je vous ai vu apparaître discrètement aux côtés d'Alexandre Benalla, un autre de vos clients, décidément vous en avez beaucoup et pas les plus faciles, pour son audition devant les sénateurs, et que vous lui chuchotiez des conseils à l'oreille, moi je me suis dit que ce jeune homme qui avait l'air d'avoir tellement confiance en lui, la confiance en lui, vous n'y étiez pas pour rien, et vous lui avez permis de passer ses épreuves, et encore aujourd'hui, avec la relative sérénité que permet une enquête pénale. Et pour finir, je me permettrai une critique, Jacqueline Lafont. Je vous trouve beaucoup trop discrète, et je sais que l'élégance c'est la discrétion, mais je pense que vous avez toute votre place sur le devant de la scène. J'ai ici une citation du Cid de Corneille à laquelle j'ai pensé pour vous. Oh, combien d'actions, combien d'exploits célèbres sont demeurés sans gloire au milieu des ténèbres. Donc Jacqueline Lafont, je vous prie, venez dans la lumière. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole ce soir. D'une part, car c'est la première fois qu'en tant qu'ancien secrétaire et membre du Conseil de l'Ordre, j'ai l'honneur de présider un concours
où il y a encore 10 années, j'étais à la place, ici même, de Charles Consigny, mais également parce que nous avons l'honneur ce soir d'accueillir une avocate, Jacqueline Lafont. Voyez-vous, quand j'étais petit, je voulais être avocat comme Jacques Vergès, comme Henri Leclerc. J'aimerais que dans quelques années, un petit garçon, mais aussi des petites filles, puissent dire « j'ai envie d'être avocate comme Jacqueline Lafont, comme Emmanuel Kneuzé, comme Clarisse Serre, comme Corinne Dreyfus-Schmidt, qui sont ici présentes dans la salle. » Je vous le dis, Jacqueline, vous êtes une énorme, une immense avocate. Vous êtes la fille d'un officier de marine gaulliste. Vous êtes une avocate pénaliste à la compétence notoirement reconnue. Vous avez appris le métier auprès d'une légende du barreau, on peut le dire ainsi, auprès de l'immense Pierre Haïk, celui qui a fait rêver tant de générations d'avocats qui auraient voulu travailler à ses côtés. Après s'être longtemps consacré au droit pénal commun, vous avez été de toutes les affaires du pénal financier ces dernières années. Vous avez ainsi défendu Michel Roussin dans l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris, Alfred Sirvin dans l'affaire Elf, l'industriel Serge Dassault, l'ancien président de Vivendi, Jean-Marie Messier, maître du monde, ou encore Patrice Demestre, connu pour avoir été le gestionnaire de fortune de Liliane Bettencourt et mis en cause dans la retentissante affaire du même nom. On peut citer Charles Pasqua, dont vous avez assuré la défense dans la fameuse affaire dite pétrole contre nourriture. En 2013, le tribunal a prononcé la relaxe de Charles Pasqua et vous avez eu ces mots. Une claque magistrale pour l'instruction. Je ne peux que y souscrire. Récemment, vous avez été l'avocat également de Nicolas Hulot. Vous avez également, comme cela a été rappelé par Charles Consigny, été l'avocate de Nicolas Sarkozy dans l'affaire des écoutes. Plus récemment, vous avez été l'avocate du casqueur masqué Alexandre Benalla. Je vais simplement reprendre une de vos phrases, et je pense qu'il est important ce soir, car, vous savez, lorsqu'on parle de pénal, de pénaliste, on a souvent tendance à imaginer un homme gonflé de testostérone, quelqu'un qui aura l'ego démesuré, mais simplement être une bonne avocate au pénal, c'est pas simplement avoir une barbe et fumer des cigarettes, c'est également être présent. Je reprendrai ces mots. Certains hommes ont du mal à concevoir qu'une femme soit aussi capable qu'eux. Ce soir, je le confesse, je ne suis pas aussi capable que vous, et je pense que beaucoup de nos confrères ne le sont pas. Merci, Jacqueline Lafont. Monsieur le représentant du bâtonnier, mes chères consoeurs, mes chers confrères, mesdames, messieurs, chers amis, je crois que ceux qui me connaissent savent qu'il n'y a rien de naturel, rien d'évident, rien d'attendu à ce que je m'exprime ici devant vous ce soir, devant la conférence des avocats du barreau de Paris. J'ai prêté serment il y a déjà très longtemps, en 1984. Il m'est arrivé d'être invitée, mais c'est la première fois que je m'exprime et que j'accepte l'invitation qui m'a été faite. Je dois vous dire que ma présence ici ce soir me paraît, dans une période particulière de ma vie, presque surréaliste, un peu irréelle, voire incongrue. Chloé me connaît, j'ai préparé des notes et évidemment je les oublie, elles sont dans un désordre comme à chaque fois que je commence à plaider. Et cela me paraît surréaliste et incongru parce que, en effet, vous l'avez rappelé, les uns et les autres, avec des mots qui me touchent, j'ai connu cette profession auprès d'un homme qui était à l'écart de toutes les institutions. Et je crois que c'est quelque chose que j'ai partagé avec lui notamment. Je n'ai jamais préparé ni présenté la conférence du stage, mais peut-être que je n'aurais jamais été reçue. Je n'ai jamais cherché à être membre du Conseil de l'Ordre. Je n'ai jamais essayé de rentrer dans des cercles, des clubs, des réseaux, et je suis souvent d'ailleurs une invitée qui se défile aux invitations qui me sont faites, même si je pense que tout cela est utile. Ce n'est pas ma façon de faire, et c'est la raison pour laquelle ma présence effectivement est presque étrange pour moi ce soir. Alors, pourquoi non pas cette défiance, mais pourquoi cette distance par rapport à tout cela? Peut-être parce que c'est ma façon à moi de conserver ma liberté. Parce que je pense que parmi
les vertus que doivent avoir les avocats pénalistes. Il nous faut rester libres, libres de tout, libres des contraintes, libres des pressions, libres de l'argent, ce qui n'est pas toujours facile quand on fait vivre un cabinet, libres de pouvoir vouloir faire plaisir à quelqu'un alors que l'on défend quelqu'un d'autre, libres de tout cela. Et il m'a semblé, mais encore une fois, c'est une démarche toute personnelle, que c'était peut-être la meilleure façon de garantir cela. Alors vous devez vous demander pourquoi. Pourquoi est-ce qu'elle est là ce soir finalement? Pourquoi est-ce qu'elle a accepté d'être invitée? Eh bien, d'abord parce que Charles Consigny me l'a demandé, et vous conviendrez avec moi que c'est déjà une excellente raison pour remiser ses réticences et ses résistances. Cher Charles, vous avez à mes yeux une première qualité, pardon, mais vous êtes un grand ami de mon fils. Et pour la mère que je suis, je dois dire que cette qualité est assez énorme. Mais je ne suis pas là ce soir que pour cela, parce que si je n'étais là que pour cela, je serais là pour lui. Or, je suis là pour vous ce soir, pour vous tous, pour Chloé aussi, qui était notre adorable et excellente collaboratrice, qui a été élue et qui, depuis aujourd'hui, vous voyez, c'est drôle, je m'exprime aujourd'hui devant cette conférence, et elle vole de ses propres ailes depuis aujourd'hui, après être passée dans notre cabinet. Je suis là pour vous, Charles, parce que le jeune homme que vous êtes me touche. Nous nous sommes rencontrés, j'ai beaucoup entendu parler de vous. J'ai lu certains de vos livres. Je vous ai parlé, il y a pas si longtemps que cela, de vos projets professionnels, de cette profession qui nous réunit tous aujourd'hui, de celle qui est la nôtre, de celle que l'on partage. Et il y a incontestablement en vous, je pense que je ne trahis aucun secret, puisque vous l'avez écrit et que ceux qui vous ont lu le savent, une fracture, une confrontation trop tôt, trop vite, à l'injustice, probablement à l'injustice suprême. Vous avez 30 ans ou à peine un peu plus, et on a l'impression que vous avez déjà eu 100 vies. Vous avez été écrivain, chroniqueur à la radio, à la télévision, ce que chacun sait, beaucoup d'autres choses, peut-être moins faciles et moins évidentes aussi. Une espèce de fureur de vivre, une espèce de volonté qui permet de survivre à l'injustice et qui, pour moi, font des grands avocats que j'espère vous serez. Ces blessures, ces cicatrices, ces imperfections, ces vies qui sont les nôtres et qui nous accompagnent au moment où nous parlons, au moment où nous plaidons, au moment où nous défendons les gens, hommes ou femmes, qui nous font l'honneur de nous remettre un peu leur vie entre les mains, parce que c'est ça la différence entre un avocat pénaliste et peut-être d'autres spécialités de cette profession, tout aussi respectables mais bien différentes. Eh bien, ces cicatrices-là, ces fractures-là, je crois qu'elles deviennent une force. J'ai vraiment aimé les deux sujets que vous m'avez envoyés. Faut-il se défendre d'aimer? C'est celui qui a été traité ce soir, le seul. Et moi, j'ai envie de vous dire, est-ce que l'on peut... J'ai envie de répondre par des questions. Voilà. Est-ce que l'on peut être avocat sans aimer? Je crois que la réponse est dans la question. Est-ce que l'on peut se défendre d'aimer? Je pense que à ce combat-là, nous sommes tous condamnés. Mais nous sommes délicieusement condamnés. Est-ce que, finalement, ce sont les dieux, ce sont les vents, d'ailleurs souvent contraires, qui ont porté Ulysse jusqu'à Ithaque, ou est-ce que c'est l'amour? Cette force-là, cette force que l'on a, nous, avocats, on la puise dans nos vies, on la puise dans nos souffrances, on la puise dans ces fractures et ces blessures, ces cicatrices qui ne demandent qu'à se rouvrir.
Et j'avais envie de vous citer une phrase d'Albert Camus que je sortais dans à peu près toutes mes dissertations quand j'étais jeune, parce que je l'aimais et que je l'aime encore, et qu'elle me paraît être aussi une autre réponse à ce sujet formidable. Camus a écrit la chose suivante. Si j'avais à écrire un livre de morale, il aurait